Oui, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter l'essentiel de l'article intitulé « Quand la comédie se mue en tragédie, le drame des investissements irréversibles ». Et l'image parle d'elle-même, manifestation politique avec des victimes, et les victimes, elles terminent dans des cercles. Alors, la présentation se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, on va essayer de placer le cadre, parler de ce caractère chrysogène du jeu politique à Madagascar. Ensuite, nous parlerons de la notion d'investissement irréversible et nous terminerons, bien entendu, par une conclusion. Alors, investissement irréversible, en fait, dans ce terme, dans cette expression, il y a une double filiation. Tout d'abord, celle de la théorie des jeux, dans laquelle on parle de coût stratégique, dans laquelle on parle de coût irréversible, et puis une filiation qui vient du monde de l'économie et des finances, où on parle d'investissement. Et en fait, c'est en assemblant ces deux concepts, ces divers concepts, que nous aboutissons à celui d'investissement irréversible. Alors, très rapidement, comment on l'a défini? Un coût stratégique, effectué dans le but d'obtenir une modification majeure de la configuration politique en faveur de l'auteur, donc il y a un bénéfice attendu, et avec la possibilité pour le dit auteur de faire marche arrière. Donc il y a un aspect de fuite en avant. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur toutes les flux courants. Et là, on a un problème technique parce que ce n'est qu'un qui nous donne 5 minutes en plus. Donc, en attendant que M. Bourtin nous redonne la lumière. Pourquoi? C'est parce que quand c'est la personne qui est au pouvoir qui fait l'investissement irréversible, elle fait cet investissement pour essayer de rester au pouvoir, de s'accrocher au pouvoir, ou de protéger son maintien au pouvoir. Quand c'est l'opposition qui fait l'investissement irréversible, ce qu'ils veulent dans ce cas, c'est arriver au pouvoir ou participer au pouvoir. Ensuite, quand, on le verra tout à l'heure, en principe l'investissement irréversible arrive à un certain moment d'un processus de négociation, quand les négociations entre pouvoir et opposition semblent bloquées. C'est la Girama qui n'a pas fait l'investissement irréversible. Voilà, exactement. Et enfin, donc, qu'est-ce qui se passe donc, comme on le verra tout à l'heure, dans l'échange, dans ce processus, dans ce processus où alors, dans ce processus, là on va essayer de faire le magistral. Dans ce processus où il y a négociation entre pouvoir et opposition, et quand ces négociations se bloquent, à un moment, on arrive à ce qu'on appelle donc un coût irréversible. Donc, c'est... Alors, vous allez voir apparaître, si la Girama ne refait pas des siennes, un petit schéma qui a été fait pour tenter d'expliquer ce qui est un coût stratégique et ce qui est un coût irréversible. Alors, on a 2 parties en présence, donc 2 protagonistes, que nous appellerons A et B dans le schéma. Voilà. Et donc, dans le processus de négociation, voilà. Dans le processus de négociation, donc, vous voyez qu'il y a dans le temps un échange de coûts. Chacun fait un coup à tour de rôle et chacun espère que le coup qu'il fait va lui permettre de prendre l'avantage sur l'adversaire. Et à un certain moment, quand les échanges de coups sont infructueux, il y a une partie qui va décider de faire
ce qu'on appellera l'investissement irréversible, où il espère que ce coût va lui donner définitivement l'avantage sur la partie adverse. Et c'est de là que vient donc le titre de l'article. De la comédie à la tragédie. Comédie, pourquoi? Parce que les coûts, quand ils sont échangés, sont tout d'abord basés sur un échange de surenchère, d'intimidation, de bluff. Et puis à un certain moment, quand le bluff ne marche plus, alors on passe à l'étage supérieur, qui souvent se termine de façon violente et de façon tragique. La question qui va nous guider, donc, c'est quels sont les impacts des investissements irréversibles. Alors, dans un premier temps, parlons un peu du caractère chrysogène de la vie politique à Madagascar. Très rapidement, nous savons tous que, comme dans la plupart des pays qui prétendent appliquer la démocratie, on accorde une primauté à la Constitution et aux élections. Mais ce que l'on constate à Madagascar, c'est qu'en fait, cette primauté, elle est tout à fait théorique. Premier cas, nous avons étudié donc la partie 1960-2010, la période 1960-2010, et on s'aperçoit que sur cette période, tous les chefs d'État, sans aucune exception, sont arrivés au pouvoir en dehors des voies prévues par la Constitution en vigueur. Et pire, tous les chefs d'État, à une exception près, l'exception de Norbert Ratsiraoun, sont arrivés directement ou indirectement avec une crise, ou sont repartis avec une crise. Et dans un certain cas que vous verrez de vous-même, il y en a même qui sont arrivés avec une crise et repartis par le même style. Alors, maintenant parlons des élections. On voit dans l'histoire de Madagascar que les élections ne garantissent pas la durabilité de la légitimité. Vous voyez le cas du président Tirane, réélu en janvier 1972, parti au mois de mai. Bon, en mettant la nuance quand même qu'il est quand même resté chef d'État, même s'il avait transféré le pouvoir, et que c'est le référendum d'octobre 1972 qui a fait vraiment partir. Didier Ratsir, qui avait été réélu en 1989, parti en 1991. Albert Zaf, qui également était arrivé avec une forte assise électorale, il n'en a pas profité très longtemps. Didier Ratsir, on se souvient des dernières élections de 2001, les sénatoriales, les élections des gouverneurs, ça ne l'a pas empêché de partir quelques mois après. Et enfin, Marc Kravalman, on se souvient que non seulement il dominait l'Assemblée nationale avec son parti, mais qu'en plus le référendum de 2007, il l'avait emporté de façon très confortable. Et tout ça nous démontre qu'à Madagascar, les élections ne garantissent pas la durabilité. Alors, pourquoi? Un contexte qui favorise les crises, je pense que Jean-Michel tout à l'heure avait déjà expliqué les facteurs d'instabilité politique à Madagascar, qui est accordé également. Moi, je résumerai peut-être en trois axes. Premièrement, il y a un problème de culture politique. Alors, problème de culture politique au niveau des citoyens, mais on sait que la classe politique, donc les divers, les opposants, sortent de cette classe de citoyens. Problème de culture politique. Deuxièmement, la faiblesse des institutions, qui ne permet pas de gérer la tension politique. Et enfin, le phénomène de corruption au sens le plus large. Et cela, donc, nous emmène à deux points principaux. Premièrement, il y a un manque d'ouverture du jeu politique, ce qui crée la frustration. Et deuxièmement, il y a un manque de fiabilité du processus électoral. Donc, à chaque élection, comment dire ça? On a l'impression que celui qui a gagné les élections, il a gagné, mais par des moyens qui ne sont pas nécessairement très orthodoxes. On ne va pas dire très catholiques, parce que c'est pas catholique. Alors, pourquoi on arrive à une crise à Madagascar? Selon les recherches qu'on a effectuées, il y a 4 points principaux. Premièrement, il y a crise quand il y a un leader qui apparaît et qui est capable de prendre un ascendant sur l'opinion publique. Deuxièmement, quand ce leader est capable de fédérer l'opposition. C'est ce qu'on a vu en 91, en 2002, en 2009. Troisièmement, quand il y a des sujets qui permettent de catalyser la frustration et qui permettent à l'opposition de manipuler la foule, l'opinion publique, pour organiser des manifestations publiques.
Donc en 91, c'était changer la Constitution et puis le gouvernement de transition. En 2002, c'était la confrontation des PV. En 2009, c'était la réouverture de Viva. Et puis pour rendre la réouverture de Viva plus ou moins acceptable, on a mis comme prétexte également Daewoo et Air Force One. Et enfin, le quatrième point, l'accès libre de l'opposition. Quand l'opposition a accès à des médias de grande audience à Antananarivo, et en particulier dans les radios, ça complète donc la quadrature du cercle. Et quand ces quatre facteurs sont réunis, on a crise. Alors, nous en venons maintenant à la notion d'investissement irréversible. 13 mai 72. On ne revient plus sur l'histoire de la crise. Et on sait tous donc que le 13 mai 72, les forces républicaines tirent sur les manifestants. Alors, pourquoi c'est un coup irréversible? Parce que le pouvoir pensait pouvoir mater donc la révolution qui était en train de s'étendre, et ils espéraient qu'en tirant, ça allait se calmer. On sait tout ce qui s'est passé. Quelques jours après, le président Tirade est obligé de remettre la au pouvoir. 10 août 91, vous connaissez certainement cette image. C'est l'hélicoptère qui balance des grenades sur les manifestants. Donc le général Arnaud Carson avait organisé une marche de manifestants sur le palais Diablou, et la garde présidentielle tire pour empêcher l'accès du palais. 22 février 2002, Marc Lavalman se fait d'abord proclamer 2 jours avant vainqueur de l'élection par son directeur de campagne. Donc chose tout à fait, comment dire ça, extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Et il se fait après investir par des magistrats qui avaient pris fait et cause pour lui. Et 7 février 2009, désolé pour la cruauté de l'image, André Azuel envoie les manifestants marcher sur le palais présidentiel. Entre parenthèses, il prend bien garde de ne pas gagner lui-même. Et la garde présidentielle tire pour protéger le palais. Alors, les investissements, ils peuvent être rentables. C'est-à-dire quand l'auteur de l'investissement irréversible obtient le résultat escompté. Donc quand l'opposition arrive, par exemple, à atteindre le pouvoir ou à participer au pouvoir. Les personnes qui sont au pouvoir également peuvent faire un investissement rentable. On se souvient de la répression de la Bastille allemande, où une fois que les autorités chinoises ont réprimé la manifestation, ça a permis de faire descendre donc la tension politique. Et le dernier point que je citerai, c'est l'investissement rentable que l'État malgache a fait en 1971 dans le sud de Madagascar, puisque une fois qu'ils ont réprimé la révolte des paysans, la révolte s'est tue de paralysie. Et là, quand on parle d'investissement rentable, je précise bien, avant que le professeur Berman me fusille du regard, je précise bien qu'il ne s'agit pas de dire qu'ils ont eu raison. Il s'agit tout juste de dire que ce qu'ils ont fait a eu les résultats qui étaient escomptés, faire taire les revendications. Mais les investissements peuvent être également à terme. On a parlé tout à l'heure du 1372, quand les forces armées ont voulu mater la manifestation et les revendications, mais c'est le contraire qui s'est passé. Et ce genre d'investissement à perte, on a quelques exemples également à l'extérieur. Alors, dernier slide, je pense, sur quels sont les effets pervers des investissements irréversibles. Alors, on a les impacts à court terme. On arrive au pouvoir, on se maintient au pouvoir. Mais il faut se poser la question également de l'impact de ce que les politiciens font pour se maintenir au pouvoir ou pour arriver au pouvoir. Sur le civisme et la citoyenneté. Comment un politicien qui encourage la population à verser dans l'incivisme peut-elle espérer plus tard voir une culture civique se mettre en place? Et après, on s'étonne que les marchands soient dans la rue, que les taxidés à n'importe comment, etc. Effet sur le système de sécurité. Dans les crises, les politiciens essayent de faire en sorte que l'armée, ou du moins des groupes au sein des forces armées,
prennent fait et cause pour eux. Qu'est-ce que ça peut entraîner en termes de trafic d'armes? Qu'est-ce que ça peut entraîner en termes de politisation de l'armée? Et nous, quand on faisait le service national, la première chose qu'on nous apprenait, c'est la discipline et la force principale des armées. Donc on s'amuse à politiser l'armée pour l'attirer vers une polarisation politique. Quel est l'effet de ce genre d'action? Troisièmement, effet sur l'économie. On voit dans la salle donc, des représentants du secteur privé. Quels sont les effets de l'économie quand on pousse ou quand on force les entreprises à faire des grèves? Et enfin, effet sur la gouvernance. Il n'a qu'à se souvenir des bois de rose, etc. pour voir ce que c'est. Quand il n'y a plus de règles, quand il y a la corruption qui s'installe, quand l'état de droit disparaît, alors chacun est suffit. Et en conclusion, donc, 3 points de conclusion. Premièrement, un investissement effectué dans le cadre d'une crise politique peut aboutir aux résultats escomptés à court terme, mais sur le long terme, il a des effets pervers. Deuxièmement, quand on s'amuse à organiser des mouvements de rue pour renverser un président de la République en dehors des élections, alors on sape les fondations de la démocratie. Et troisièmement, ce qu'on voit donc, c'est que la démocratie à Madagascar est une démocratie de façade, et cela nous encourage à ouvrir une réflexion sur la pertinence de la démocratie occidentale que l'on veut instaurer à Madagascar. Et je dirais tout juste, avant de terminer, quand on parle d'organisation de mouvements de rue, parce que souvent vous avez des gens des illuminés qui se lèvent en disant « Ah, c'est la démocratie directe ». Donc il faut choisir. On fait une démocratie directe ou on fait la démocratie telle qu'on l'entend par le voie des élections. Et selon les calculs, et je terminerai par ça, M. Courtin, selon les calculs, quand vous prenez la place de l'avenue de l'Indépendance, de la gare jusqu'au glacier, si vous prenez la norme qu'on utilise dans le métro français, c'est-à-dire on calcule qu'un métro est bondé quand il y a 6 personnes au mètre carré, donc si on met 6 personnes au mètre carré sur cet espace entre la gare et le glacier, on obtient au maximum 247 000 personnes sur l'avenue de l'Indépendance. Et souvent dans les médias, on nous dit qu'il y a 1 million, 2 millions, je ne sais pas quoi, sur le 13 mai, et 247 000 personnes au maximum, ça ne fait que 3,2% de la population électorale. Merci.